L'éthique Sophie et l'esthétique dystopique dans le voyage d'Ibn Fatouma de Naguib Mahfouz. La vie et la mort, le rêve et l'éveil, phase que l'âme désemparée traverse après étape, recueillant signes et indices, tâtonnant dans l'océan des ténèbres, s'accrochant obstinément à un espoir qui se renouvelle et souriant énigmatiquement. Par ces mots, Naguib Mahfouz avertit immédiatement le lecteur, le voyage d'Ibn Fatouma ne sera pas un simple déplacement géographique sur une carte physique. Il s'agit dès le départ d'une architecture onirique et spirituelle. Le voyage est ainsi présenté non comme une conquête de l'espoir, mais comme une navigation à travers l'océan des ténèbres, à la recherche d'une lumière que le monde matériel semble avoir atteinte. Le voyage d'Ibn Fatouma est publié en 1983, période marquée par une profonde désillusion politique dans le monde arabe et en Égypte en particulier, et à l'épuisement de grandes idéologies du XXe siècle. Cette œuvre représente une métamorphose radicale du genre classique de Rihla arabe, parodiant notamment le célèbre voyage d'Ibn Battuta du XIVe siècle, tandis que Ibn Battuta parcourt l'espace de Dar al-Islam et en consigne les villes. Qindil quitte Dar al-Islam pour s'aventurer vers des terres étrangères et incertaines. Le roman retrace la quête spirituelle et politique que Qindil, un homme désabusé par sa patrie Dar al-Islam, qui part à la recherche d'une société idéale appelée Dar al-Jabal. En chemin, il traverse une série de contrées symboliques, chacune nommée Dar, représentant différents modèles institutionnels, le tribalisme de Dar al-Mashriq, la théocratie de Dar al-Hira, le libéralisme de Dar al-Halaba, la sécurité totale de Dar al-Aman. Donc, chaque Dar apparaît initialement comme une utopie, mais révèle finalement ses contradictions internes, sa décadence morale et son vide spirituel. Le roman se transforme en une allégorie philosophique où l'échec de chaque système reflète la crise profonde du sens de l'existence humaine. Pour saisir pleinement la stratégie critique de Mahfouz, il est essentiel de situer son récit à l'intersection de deux axes conceptuels, l'éthique de la voie soufie et l'esthétique de la dystopie. L'éthique soufie, notamment chez les penseurs tels qu'Al-Ghazali et Ibn Arabi, n'est pas une doctrine de retrait mais de la transformation intérieure disciplinée, où la vérité est atteinte par des étapes progressives de révélation. Face à cette éthique intérieure, Mahfouz construit une esthétique extérieure de la tromperie. Chaque dalle semble incarner une utopie. Paix, égalité, sécurité, mais se révèle être une utopie déguisée en dystopie. Le terme utopie forgé par Thomas More en 1516 désignait à l'origine un non-lieu, une société idéale qui n'existe nulle part. Son double sombre, la dystopie, émerge lorsque ces idéaux sont trahis, lorsque la promesse de justice se transforme en mécanisme d'oppression. Le génie de Mahfouz réside dans la mise en scène répétée de cette trahison, rendant le lecteur complice de l'espoir et de la désillusion suscitée par chaque système politique. Ainsi, le roman n'est pas une simple critique des régimes extérieurs, c'est une méditation sur l'impossibilité du salut terrestre sans transfiguration intérieure. Pour comprendre cette trajectoire, il faut reconnaître que Mahfouz, philosophe de formation, utilise le mysticisme non pas comme une échappatoire à la réalité, mais comme une arme et outil critique pour dénoncer les échecs des visions du monde matérialiste et institutionnel. Le voyage fonctionne comme un rêve éveillé, pour reprendre le concept de Bloch. Un rêve non par évasion, mais de confrontation. Le roman commence de manière significative par une scène qui brouille les frontières entre mémoire et rêve, suggérant que Qindil ne raconte pas un simple voyage, mais une vision symbolique façonnée par un profond traumatisme historique. Nous postulons que la corruption politique observée dans les villes est le symptôme d'un mal plus profond. La tyrannie extérieure de l'État n'est qu'une projection de la maladie intérieure du cœur humain. Par conséquent, le texte opère à deux niveaux. Un niveau psychanalytique où les villes représentent le retour du refoulé collectif, chaque dalle répétant sous une forme pathologique les tensions non résolues de l'histoire humaine, de la violence primitive au contrôle hypermoderne. Et au niveau soufi, cette répétition ne signale pas un échec de l'évolution, mais une désorientation du cœur. La guérison, comme le suggère Mahfouz, ne réside pas dans la réforme institutionnelle.
Cela nous mène à des questions centrales de notre analyse. Donc, comment l'esthétique dystopie déployée dans la description de chaque dar révèle-t-elle les contradictions internes et la décadence éthique des systèmes institutionnels? De quelle manière l'éthique Sophie offre-t-elle une vision alternative de la justice qui transcende la réforme politique? Et comment le silence narratif autour de Dar el-Jabel fonctionne-t-il comme une stratégie de protection idéale et de l'idéal utopique contre la corruption? Donc, on va voir en trois titres la géographie des dystopies, comme des rétropies, l'éthique Sophie, la diagnostic des corps malades et le Dar el-Jabel, el-Bidaya. Concernant la géographie dystopique, on analyse l'échec des villes visitées par Clindé non pas simplement comme des lieux géographiques, mais comme une pathologie de l'histoire humaine. Nous soutenons que les dars représentés dans les romans ne sont pas des étapes vers le progrès, mais des manifestations de régression historique. Les villes que Clindé traverse, Al-Mashriq, Al-Hira, Al-Halaba, Al-Aman, Al-Ghouroub, fonctionnent comme ce que le sociologue Bauman appelle des rétropies. C'est cette double négation de l'utopie à la mort, M-E-R-O. Négation de sa négation, qui génère actuellement des rétropies, des visions qui, au lieu d'être liées, à l'instar de leurs ancêtres, à un futur non encore né et donc inexistant, prennent racine dans un passé perdu, enfui, abandonné, mais toujours existant à titre fantomatique. Fin de citation. Donc Bauman affirme que lorsque une société perd sa foi en l'avenir, est incapable d'imaginer un nouvel horizon, elle se tourne inévitablement vers le passé, recyclant des modèles anciens pour procurer un faux sentiment de sécurité. Les dars de Mahfouz, ce sont donc des mondes qui, incapables d'envisager un véritable avenir, régressent dans les répétitions historiques. Dans le Mashriq, cette terre représente une régression vers les tribalismes primitifs et l'instinct pur. Elle reflète le retour aux tribus, et je cite dans le roman, « Les gens d'Al-Mashriq adorent la lune, la nuit de la pleine lune. La divinité apparaît dans sa perfection et ils se pressent dans le désert pour prier autour du prêtre. » Fin de citation. Par exemple, Dar el-Hira représente un retour au modèle féodal du dieu roi et de l'inégalité souveraine. Ici, la régression est politique. Le souverain revendique une divinité absolue, affirmant, je cite, « C'est notre maître le sage. C'est le Dieu, source de toute sagesse et de tout bien. » Fin de citation. Pour Dar el-Halaba, elle représente une expérience radicale de démocratie laïque et de liberté absolue. Je cite, « La religion dont le Dieu est la raison et l'envoyé de vérité. » Fin de citation. Quant à Dar el-Aman, est une critique de l'état sécuritaire totalitaire. Et je cite, « Ici, la loi est sacrée. Voit la nature. Elle est fondée sur la loi et l'ordre et pas sur la liberté. » Fin de citation. Donc si les dars sont des régressions, elles fonctionnent dans le récit comme des rêves d'angoisse. Nous postulons que le voyage de Clindé n'est pas simplement une exploration spatiale, mais une descente dans la mémoire traumatique de l'espèce humaine, où les éléments refoulés de l'histoire reviennent hanter le présent. Freud postule que la civilisation constitue sur le refoulement des instincts primitifs, notamment l'agression de la gratification immédiate. Dans le voyage d'Ibn Fatouma, les villes visitées par Clindé représentent ce retour de refoulé justement. Comme Dar el-Mashriq est confronté au stade infantile, Dar el-Hira, c'est le refoulement qui prend la forme du roi. Cette société manifeste la mémoire traumatique du père primordial. Dar el-Aman radicalise ce mouvement en éliminant complètement la figure du père. Donc le roman suggère que l'humanité est piégée dans un cycle névrotique. Cependant, dans ces villes, le temps ne mène pas au progrès. Il boucle sur la violence, tout comme Freud affirme que l'inconscient ignore le temps et que le refoulé reste inchangé. L'échec de ces sociétés est un symptôme de leur incapacité à assimiler leur histoire, les condamnant à répéter sous forme dystopique. Concernant notre deuxième titre, l'éthique Sophie, en fait Mahfouz suggère que l'échec politique de ces villes est fondamentalement un échec spirituel. La structure narrative du Ibn Fatouma n'est pas simplement picaresque, elle est initiatique. Nous devons interpréter le voyage Safar à travers son lien étymologique et mystique avec le dévoilement, l'Isfar. Comme le notaient El-Qushayri et Ibn Arabi, le mot Safar partage une racine avec l'Isfar, dévoilement, briller comme l'aube. La tradition soufie postule qu'un voyage est ainsi nommé parce que, je cite, dévoile
le caractère des hommes, et ajoute il est l'élément lié tant par son sens de voyage que par son sens de lever le voile au danger. Fin de citation d'Ibn al-Arabi. Donc Mahfouz subvertit la structure soufie traditionnelle des maqamat dans une isiographie classique. Le voyageur s'élève de station en station, repentir, patience, confiance, se rapprochant ainsi de Dieu. Dans le roman, chaque ville représente une station. Définie par Ibn Arabi, je cite, la station, quant à elle, est le fruit des efforts de ceux qui suivent la voie spirituelle. Elle est généralement permanente, accompagnant le disciple tout au long de son cheminement et ne disparaissent que si certaines circonstances justifient sa suppression. Donc, fin de citation. Donc, au lieu d'être une étape d'ascension spirituelle, la ville est une étape d'arrêt historique. Le Mashriq est bloqué dans la station des instincts primitifs. Le Hira est bloqué dans la station de l'idolâtrie totalitaire et autoritaire. Donc, le voyage a l'impression d'avancer, mais il est piégé dans une boucle de rétropie, car ces sociétés refusent de s'ouvrir aux transcendants. Donc, ce sont des horizons fermés qui tentent de forcer l'absolu dans une forme matérielle et politique, aboutissant inévitablement à une dystopie. Donc, pour briser cette fermeture, Mahfouz utilise la métaphysique d'Ibn Arabi. Car Ibn Arabi, je cite, il dit que le voyage vers la vérité n'a pas de fin, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Et ajoute, depuis le prologue dans le livre Les secrets de voyage de Kitab al-Isfar, que en réalité, nous ne cessons jamais de voyager depuis le moment où nous et nos racines sont créées à l'infini. Fin de citation. Donc, si le monde terrestre apparaît comme une boucle dystopique, c'est parce qu'il nie cette nature infinie de la quête. Les cités tentent de dire que nous sommes arrivés, alors que l'éthique sophie est celle du mouvement perpétuel. Celui qui voyage en lui ne fait que se retrouver en lui-même. Donc Ibn Arabi réalise à la fin de son propre cheminement spirituel que le voyage, je cite, qu'il a accompli, n'était qu'en lui-même, et c'est vers lui-même qu'il avait été guidé. Donc, de même, le voyage de Qindil est un retour à son propre cœur. Quant à le titre de Dar al-Jabal, l'utopie invisible, donc contrairement à Dar al-Mashriq, Dar al-Hira, Dar al-Halab al-Aman, Dar al-Jabal n'est jamais décrite dans le manuscrit. Elle reste structurellement du hors-texte. Le roman se termine précisément au moment de l'arrivée au pied de la montagne. Le chef de la caravane déclare, je cite ceci, que se termine la caravane. Donc le texte refuse de franchir le seuil. Donc elle demeure une utopie au sens étymologique grec, un non-lieu, un lieu qui n'existe nulle part dans le monde physique et ne peut donc être corrompu par l'histoire. Donc la nécessité de l'accès à Al-Keshf et à Dar al-Jabal est structurellement différente de l'accès aux villes précédentes. Si Al-Mashriq, Al-Hira ou Al-Aman pouvaient être analysés à travers la sociologie ou la science politique, Dar al-Jabal résiste à toute catégorisation rationnelle. Selon la doctrine soufie, notamment celle d'Ibn al-Arabi, est un état de révélation divine directe atteint par intellect. Mais par le dévoilement du cœur. Après une lutte spirituelle, le Keshf permet à l'être humain, je vais citer, transcender les frontières de la perception sensorielle et du raisonnement, ouvrant un aperçu sur l'essence de Dieu, que la raison pure seule ne peut atteindre. Fin de citation. C'est une connaissance qui contourne les facultés sensorielles et rationnelles pour permettre aux vérités divines de se déverser directement dans le cœur. Donc Mahfouz suggère que la raison politique qui a conduit les systèmes défaillants d'Al-Aman et Al-Halaba est insuffisant pour l'état final. Donc comme l'affirme Ibn Arabi, celui qui ne s'en tient qu'aux arguments rationnels ne peut recevoir la connaissance divine. Le monde spirituel se situe, je cite, au-delà de l'intellect. Donc Qindil ne peut pas entrer à Dar al-Jabal comme un simple touriste. Il doit le dévoiler.
Et il faut noter aussi que avant d'atteindre la montagne Dar el-Jabal, Qindil doit traverser Dar el-Ghouroub, la terre du coucher de soleil. Dans l'économie narrative, cette terre fonctionne comme un khalwa sofi, car Al-Ghouroub, le sage enseigne ceux qui se préparent pour Dar el-Jabal doivent extraire des pouvoirs cachés d'eux-mêmes et purger les désirs dépravés, comme il cite. Cela fait écho à la pratique sophie de Tezkiya, condition préalable à la réception de l'Ma'rifa. Donc l'élément structurel le plus important du roman est le titre de sa dernière partie. Au lieu de terminer par la fin au Nihaya pour Dar el-Jabal, Mahfouz intitule la dernière étape El-Bidaya, le commencement. Ce choix transforme le récit d'une quête géographique linéaire et un cycle métaphysique, dont la cosmologie sophie, en particulier chez Ibn Arabi, le voyage vers le réel n'a pas de fin. Je cite, le voyage n'a pas de fin, ni dans cette vie, ni dans de la communacité. Donc l'arrivée au pied de la montagne n'est pas une conclusion, mais le commencement d'un cycle d'existence supérieure. Le manuscrit se termine avec Qindil debout au pied de la montagne, regardant un sommet qu'elle s'élevait jusqu'au nuage et défait la volonté. Fin de citation, où la caravane s'arrête. Donc en refusant de décrire la fin, Mahfouz suggère que la véritable utopie n'est pas une destination que l'on atteint et qu'on possède, mais un commencement perpétuel, une ouverture infinie vers le divin. Pour conclure, le roman ne se termine pas avec une victoire politique ni par une colonisation d'une nouvelle terre. Il s'achève sur une résignation théologique qui agit comme un changement épistémologique. Le manuscrit se conclut par une expression coranique. Seul le sait celui qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. En invoquant cet attribut coranique, Mahfouz transfère l'autorité de la vérité du narrateur humain au divin. Le texte reconnaît sa propre incapacité à appréhender l'absolu. Cette fin repose sur la distinction ghazalienne entre le monde visible et le domaine de l'invisible. Et je cite, par monde visible également appelé Ash-Shahada, j'entends le monde perçu par les sens, et par le monde invisible également appelé Ilm al-Ghaib, j'entends le monde perçu par la lumière de l'esprit. Le cœur appartient au monde invisible tandis que les membres du corps et leur activité appartiennent au monde visible. Fin de citation. Donc la fin indique que la solution se trouve en dehors de la carte physique dans Al-Ghaib, un domaine sans limite et infini par rapport au monde visible et fini. En nous appuyant sur Freud, nous avons établi que les villes visitées par Qindil ne sont pas des étapes progressives de l'évolution, mais des répétitions pathologiques. Elle illustre les malaises de la civilisation, ce qui engendre une névrose collective. Cependant, la psychanalyse atteint ses limites épistémologiques aux portes de Dar el-Jabal. Le rebelle n'est pas politique, mais ontologique. C'est l'orientation vers l'invisible, vers le ghaib. Comme l'enseigne El Ghazali, la guérison du cœur malade n'a pas un changement du régime, mais une purification qui permet de percevoir le domaine de l'invisible au-delà du monde visible, corrompu. En refusant de décrire Dar el-Jabal, Mahfouz l'empêche de devenir fini et corrompu. Elle reste le pas encore décrit comme le décrit Bloch, une possibilité réelle qui ne s'est pas encore manifestée dans l'histoire. La convergence de l'éthique sophie et de la philosophie de l'espoir de Bloch culmine dans la fin ouverte du roman. Donc, et l'accès à la vérité n'est plus une question de voyage géographique, mais de kashf. La véritable cité n'est pas construite par la force, elle est révélée au cœur purifié. Pourtant, si Mahfouz ancre l'horizon utopique dans l'invisible, Al-Ghaib, ce n'est pas pour clore le récit, mais pour le rouvrir. Les ruines dystopiques que rencontre Qindil ne sont pas une fin en soi, mais le terreau d'où peut émerger autre chose, quelque chose d'inattendu. Pour reprendre les termes de Derrida, ce n'est pas le futur qui importe, mais l'avenir. Un avenir irréductible à tout schéma institutionnel. Donc l'éthique sophie de l'intériorité et du détachement peut-elle encore offrir au milieu des ruines des systèmes défaillants les conditions nécessaires pour imaginer une justice qui n'est pas encore advenue? Merci beaucoup.